Bonjour tout le monde, merci d'être venu aujourd'hui. On va parler de la blockchain, on va parler de crypto-monnaie et on va parler de comment et est-ce que ça va changer notre futur et la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors déjà, qui n'a jamais entendu parler de cette technologie? C'est déjà pas mal parce que quand j'ai commencé, il y avait tout le monde, hein. Ils étaient tous là unis. Qui ne comprend pas vraiment comment elle fonctionne? C'est déjà pas mal, il y aura quelque chose à expliquer, au moins on ne va pas s'ennuyer. Et qui a déjà acheté des bitcoins? Il faudrait peut-être comprendre avant quand même, non? Ok. Alors, je vais essayer de ne pas vous ennuyer durant la conférence, ce serait le but, et ce serait de vous partager non seulement cette technologie, qui m'anime beaucoup, hein, elle m'a fait arrêter mes études, elle m'a fait changer tout ce que je faisais dans la vie. Je me suis consacré à temps plein à cette technologie, on a créé plusieurs entreprises autour, on a embauché beaucoup de monde et on développe activement cette technologie et tout ce qu'on peut faire autour, que ce soit les investissements dans cette technologie ou que ce soit le développement d'applications pour créer des solutions et résoudre des problèmes que, je vais dire l'humanité, c'est peut-être un bien grand mot, mais qu'on rencontrait aujourd'hui et on n'avait pas d'outils pour régler ces problèmes. Alors déjà, il y a une base qui est très importante à comprendre, c'est l'importance de la confiance. La confiance, c'est littéralement tout ce qui nous unit aujourd'hui. Quand on ouvre le robinet chez nous et qu'on va boire de l'eau, on ne se demande pas si elle est empoisonnée. Quand on a un téléphone dans la poche, on ne se demande pas s'il va exploser dans 2 minutes, même s'il y a eu de récentes histoires qui prouvent que des fois on devrait se demander. Tout repose toujours sur la confiance qu'on donne. L'or, par exemple, c'est une pierre précieuse qui a énormément de valeur, elle est tradée en bourse. En réalité, c'est un caillou. Un caillou jaune, qui n'est pas extraordinaire d'ailleurs. Ok, il est précieux parce qu'il est rare, mais en attendant, il a une température de fusion qui est assez basse, donc il peut rapidement fondre. C'est pas très solide, et pourtant, c'est l'une des pierres les plus précieuses de la planète. Pour la simple raison qu'on s'est tous mis d'accord, toute l'humanité s'est mis d'accord pour dire « Ok, c'est précieux, c'est rare, et c'est une valeur qui est reconnue dans presque tous les pays de la planète ». Eh bien, encore une fois, c'est la confiance que nous lui avons apportée, tout comme l'argent d'ailleurs. En réalité, c'est une feuille de papier. C'est un petit peu plus que ça, parce que c'est une feuille de papier avec plein de méthodes pour savoir si c'est l'origine, si c'est la vraie, ou si c'est une copie. Mais en attendant, ça reste un bout de papier. Et vous n'allez pas payer vos courses avec une feuille A4. Vous prenez bien des billets, des euros ou une valeur, pour la simple raison que vous savez que ça, c'est accepté par le commerçant, c'est accepté par le gouvernement, c'est accepté par l'entreprise, parce qu'ils ont tous mis, comme vous, la même confiance dans cette feuille de papier. Vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi je parle de confiance, mais c'est parce qu'en fait, la blockchain, c'est la technologie parfaite pour représenter la confiance. Et c'est vraiment la chose à comprendre. Pour la première fois, sans qu'il y ait une personne, un organisme, une entreprise, une banque, un gouvernement qui vous disent « ça oui, ça non », eh bien pour la première fois, on peut quand même avoir confiance grâce à une technologie. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, comment est-ce qu'elle fonctionne, la technologie de la blockchain? Quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai été sur Internet, j'ai tapé blockchain très rapidement, je tombe sur une page. C'est un moyen qui permet d'échanger grâce à un protocole peer-to-peer des informations ou de la valeur, et la technologie est un espace de stockage. Ça y est, j'ai fermé Wikipédia, terminé, c'était pas pour moi, visiblement c'était trop compliqué. Eh bien en fait, en creusant un petit peu et en décortiquant tous ces mots un à un, c'est pas très complexe. Déjà, c'est une technologie peer-to-peer. C'est une technologie pair à pair, de particulier à particulier. Pour vous donner un exemple de quelqu'un qui a bien compris l'importance de cette technologie, Uber. Uber, c'est un particulier qui rend un service à un particulier. Mais on a quand même Uber au milieu, c'est pas vraiment peer-to-peer, puisqu'il y a quand même un intermédiaire. Pareil pour les assurances, pareil pour Airbnb, c'est des particuliers qui vont mettre leurs biens à disposition d'autres particuliers. C'est la force du peer-to-peer. Même si, encore une fois, dans le cas d'Airbnb, il y a une entreprise au milieu, donc ce n'est pas vraiment de pair à pair, il y a quand même un intermédiaire. Eh bien, la technologie blockchain, c'est ça. C'est un moyen qui va permettre à tout particulier d'échanger de la valeur ou des informations, et donc de la confiance, avec d'autres particuliers. Et la deuxième chose que j'avais du mal à comprendre sur la technologie de la blockchain, c'est que c'est un espace de stockage. Pour moi, un espace de stockage, c'est un livre ou une clé USB, mais je ne voyais vraiment pas comment, avec un livre ou avec une clé USB, on pouvait échanger de la valeur. Eh bien, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous parler. Imaginez qu'on prenne un livre géant, qu'on le mette là, sur scène, qu'on écrive dans la première page toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui dans cette salle, et ensuite, on commence à écrire l'histoire dans ce livre. On écrit tout ce qui se passe. En fonction du temps, au fil du temps, on écrit « Première minute », j'étais sur scène, comment je suis habillé,
qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait. Et ensuite, comment vous vous êtes habillé, quelle est votre position. Et on va dire tout ce qui se passe dans cette salle, tous vos mouvements, tous vos déplacements. On va tout enregistrer dans ce registre, dans cet espace de stockage qui est un livre géant. Et dès qu'une page est pleine, on ouvre une nouvelle page et on écrit tout ce qui se passe. Imaginons maintenant que je prenne un objet, que je le jette sur le sol. Il quitte donc ma poche, il tombe par terre, et que là, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle, il s'assoit et il essaye de comprendre ce qui s'est passé. En reprenant le livre depuis la toute première page, il va pouvoir tout lire et il va pouvoir tout comprendre. Non seulement qui vous êtes et où vous êtes, comment vous êtes habillé, tous les mouvements que j'ai faits et tout ce que j'ai dit, mais également si vous avez rigolé ou non, également si vous étiez beaucoup dans la salle ou si j'étais seul. Et donc cette personne, elle va avoir beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé avant. Elle va avoir toutes les informations. C'est comme si elle avait un film du passé, en fait. Et donc, cette personne, quand elle va voir le stylo par terre, elle va chercher dans le livre, quelque part, où est-ce qu'il était ce stylo. Elle va voir qu'au début, il m'appartenait, qu'il était dans ma poche droite, qu'il est tombé par terre. Et donc, elle va savoir non seulement qui est le propriétaire du stylo, mais elle va connaître son histoire et elle va savoir pourquoi il est ici. Et encore une fois, il y aura une nouvelle page jusqu'à ce que cette personne se mette à jour et qu'elle arrive sur la page qu'on est en train d'écrire tous ensemble, puisque c'est le présent. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Eh bien, en réalité, c'est ça la blockchain. Ce n'est pas un livre qui va regrouper des pages, une à une, mais c'est une chaîne qui va regrouper des blocs. D'où le mot blockchain d'ailleurs. Et dans chaque bloc, on va mettre toutes les informations. Imaginez maintenant une nouvelle blockchain, un nouveau livre, dans lequel il n'y a que deux personnages, moi et quelqu'un d'autre, qu'on a 50 pièces, on va l'écrire dans la première page, puisque dans la première page de la blockchain, on écrit les règles, comment cette blockchain va fonctionner. On peut écrire ON, personnage A 50 pièces, personnage B en a 50 aussi. Du coup, si dans la première page, monsieur B m'envoie 10 pièces, on n'a même pas besoin de recalculer. On n'a même pas besoin d'avoir un solde. On sait qu'on en avait 50 chacun au début, il m'en a donné 10, j'en ai forcément 60, et lui, il en a forcément 40. Eh bien, le Bitcoin, ça fonctionne exactement comme ça. Le Bitcoin, c'est la toute première blockchain, et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. On peut retracer toutes les transactions depuis la toute première. On sait qu'il y a tant de nouveaux Bitcoins par jour. On va créer des nouveaux Bitcoins à chaque page, puisque c'est écrit dans la toute première page, c'est une règle. À chaque nouveau bloc, tant de nouveaux Bitcoins seront distribués aux utilisateurs du réseau, automatiquement. À chaque fois que vous faites une transaction, vous allez mettre tant de frais. Et ce sont les gens qui tiennent à jour ce livre géant, parce que vous vous doutez bien que là, on est quelques-uns dans une salle, ce serait facile à faire. Mais imaginez 1 milliard d'êtres humains qui utilisent la même technologie au même moment, on n'est pas tous là à écrire en permanence ce qui se passe. Eh bien, ce sont des ordinateurs, ça pourrait être votre ordinateur, votre téléphone, n'importe quel appareil électronique chez vous, qui vont faire des calculs et qui vont vérifier. Monsieur A essaye d'envoyer des bitcoins à Monsieur B. Est-ce que Monsieur A les a? Oui. Est-ce que Monsieur B a bien un compte? Oui. Ok, c'est parti, on émet ce qu'on appelle une confirmation, et on va écrire ça dans le livre géant. Et tous les êtres humains qui ont du bitcoin ont la même version du livre dans la poche. Alors maintenant, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris la technologie. Bon, soyons francs, c'est une technologie assez complexe, on n'en a pas l'habitude. Mais au moins ça vous a donné une petite base de comment on peut, avec une technologie de stockage, un simple livre ou une clé USB, s'échanger de la valeur. Parce que si on la lit en ordre chronologique, qu'on sait ce qui se passait au début, on va pouvoir retracer tout ce qui s'est passé et comprendre qui possède quoi aujourd'hui. Alors il y a un truc qui m'embête avec la blockchain, c'est que concrètement vous en avez tous entendu parler parce que le prix s'est effondré ou parce que le prix a explosé, pas vrai ? La plupart du temps, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « oui, c'est malsain, c'est pas juste, on parle du Bitcoin alors que c'est une technologie extraordinaire, simplement parce que son prix explose ou s'effondre. » C'est vrai. Concrètement, c'est humain. D'ailleurs, les toutes premières personnes qui se sont intéressées au Bitcoin, ce sont des personnes qui s'y sont intéressées pour essayer d'avoir un rendement, d'essayer de gagner de l'argent. Tout le monde a entendu la fameuse histoire de cette personne qui a payé une pizza contre 10 000 Bitcoins, alors qu'un Bitcoin est déjà monté à 20 000 € pièce. Tout le monde entend, et c'est ces histoires-là qu'on véhicule. Et comme dans beaucoup de révolutions de l'humanité, les toutes premières personnes qui viennent sont des investisseurs, des gens qui ont détecté un potentiel et qui veulent l'exploiter. Mais la technologie qu'il y a derrière est beaucoup plus forte, même si pendant encore quelques années, on entendra parler du Bitcoin simplement pour sa valeur. Et on entendra parler de la technologie pour tous les projets qui l'ont utilisé et qui ont explosé et qui ont fait x20 du jour au lendemain. Et même si ce n'est pas super sain comme point d'entrée, parce qu'on n'a que des gens qui viennent et qui sont intéressés par gagner de l'argent, ben c'est quand même le plus gros point d'entrée que l'humanité ait jamais connu. Regardez Internet. Découverte du protocole TCP/IP, 6 mois après, il y avait déjà des milliards et des milliards d'investissements sur la technologie. Forcément, ça s'est effondré, car beaucoup trop de gens ont investi d'un coup,
Internet, on a découvert le protocole, tout de suite après, il y avait des investissements massifs. Il a fallu 35 ans quand même avant qu'on ait Amazon, avant qu'on ait Google et avant qu'on ait Facebook. Et les gens avaient investi du jour au lendemain dans Internet parce qu'ils n'investissaient pas dans un projet solide comme pourrait l'être Google aujourd'hui, qui répond à un vrai besoin, mais ils investissaient dans un potentiel. C'était que des parieurs en fait, que des gens qui se sont dit « Ok, Internet, je pense que dans 50 ans, ça va devenir comme ça ». Voilà pourquoi vous entendez le Bitcoin exploser. Quand le Bitcoin perd la moitié de sa valeur, il n'est pas 2 fois moins crédible, la technologie n'est pas 2 fois moins bonne. C'est simplement qu'il y a quelqu'un qui a vendu, quelqu'un qui avait beaucoup de Bitcoin. Du coup, les autres ont dit « Ouais, il vend, du coup, ça va faire baisser le prix, je vais vendre aussi. » Etc., etc. Et son prix s'effondre. Puis après, les gens disent « Non, mais le Bitcoin, il est toujours aussi solide qu'hier, la technologie est toujours incroyable. » Et ils en rachètent. Et du coup, on repart dans le sens inverse et ça remonte, etc., etc. Voilà pourquoi il y a autant de yo-yo au niveau du prix de cette crypto-monnaie. D'ailleurs, le Bitcoin, à la base, c'était juste la preuve que c'était possible. Il y en a plein qui disent que c'est l'or de la crypto-monnaie. On voulait juste montrer qu'on pouvait échanger de façon décentralisée, donc sans tiers de confiance, directement de particulier à particulier, de la valeur, des informations, sans qu'aucune banque, sans qu'aucun gouvernement et sans que personne ne puisse venir interférer dans cette transaction. Alors déjà, pourquoi la blockchain existe et ça vient d'où? Eh bien, en 2008, il y a eu la crise des subprimes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, globalement, j'étais un peu petit quand même à ce moment-là. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un abus du mécanisme bancaire. Il y a beaucoup de banques qui ont abusé et qui commençaient à prêter de l'argent à des gens qui ne pourraient jamais rembourser. Très rapidement, on se rend compte qu'il y a un problème. Bref, le système immobilier américain principalement, mais ça s'est étendu à la planète entière, puisque ça concernait toutes les banques et globalement, le modèle était dans tous les pays. Je ne vais pas dire c'est effondré, mais globalement, il y a eu un effondrement boursier sur toutes les valeurs immobilières et ça a mis des milliers et des milliers de personnes à la rue. Ça a été la plus grosse crise immobilière que le monde ait connue. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est dit « mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Si même les banques, donc par définition les gouvernements peuvent abuser, si même eux, ils peuvent tricher, si même eux, ils peuvent abuser de notre argent, qu'est-ce qui va se passer le jour où il y aura un pays qui va faire une erreur? Qu'est-ce qui va se passer le jour où c'est le gouvernement qui va perdre les pédales et qui ne va pas s'en sortir? Et on l'a déjà vu dans de nombreux pays. On n'a pas de solution à l'heure actuelle pour ça. Qu'est-ce qui se passe si demain matin, votre carte bleue ne fonctionne plus? Vous appelez votre banque. Si votre banque ne vous répond pas, ou si votre banque vous dit « non, je ne vous connais pas, vous êtes qui? Vous êtes personne, au revoir », vous faites quoi? Vous appelez tout de suite à la maison pour savoir combien vous avez en liquide, parce que c'est votre dernière option, en espérant que l'euro ne se soit pas effondré, parce que si vous apprenez que l'euro, en fait, il n'a plus de valeur et que ça, c'est redevenu du papier, là, vous faites quoi? Vous ne vous demandez plus si vous allez aller au boulot, vous ne vous demandez plus ce que vous allez faire demain, parce que vous ne pouvez plus rien faire. Et là, vous vous demandez, est-ce que ma maison est encore à moi? Parce que normalement, il y a un papier qui dit que je l'ai acheté, mais j'espère que ce papier a encore de la valeur. Parce que s'il y a quelqu'un qui vient chez moi, qui me fout dehors, et que quand je vais au poste de police, la police me dit, mais non, on n'a aucune preuve que c'est votre maison, ben vous n'êtes plus rien. Tout ce que vous avez fait, tout ce que votre famille a fait avant vous, tous vos efforts, vous avez tout perdu. Eh bien, à ce moment-là, il y a une personne, ou un groupe de personnes, qui en 2008 s'est dit, OK, on ne peut pas avoir confiance en un établissement, on ne peut pas avoir confiance en une seule entité. Surtout les entités obligatoires. À la limite, l'assurance, il y en a plusieurs, vous allez choisir celle que vous voulez. Par contre, le gouvernement à qui vous payez vos impôts, vous ne pouvez pas choisir. Sinon, je peux vous rassurer, vous ne payerez pas vos impôts en France. Mais voilà, vous n'avez pas le choix. Et donc, le fait qu'on ne puisse pas remettre en cause des tiers de confiance, c'est gênant, mais le fait qu'on ne puisse même pas remettre en cause des tiers de confiance obligatoires, comme les banques ou comme les gouvernements, c'est grave et ça fait peur. Et cette personne, ou ce groupe de personnes, parce qu'on ne sait toujours pas qui c'est, s'appelle Satoshi Nakamoto. Et il a été sur un forum, on l'appelle la caverne d'Internet, qui s'appelle Reddit. Globalement, c'est là-bas qu'on imagine qu'il y a tous les nerds de la planète, mais en réalité, ça touche vraiment toutes les questions de l'humanité, on voit vraiment passer de tout, de la bêtise au sujet le plus pertinent du monde. Et il y a ce Satoshi Nakamoto qui publie le premier white paper, en gros la première page de sa blockchain. Dedans, il explique le concept. On pourrait s'échanger de la valeur ou des informations entre particuliers. C'est un système où il n'y a pas de banque, il n'y a pas de gouvernement au milieu. Ce sont d'autres particuliers qui laissent leur ordinateur à disposition et qui vont mettre ce livre géant à jour. Et le Bitcoin, il n'aura de valeur que ce qu'on lui donne. Au début, les premières personnes qui ont miné du Bitcoin, ils ont laissé leur ordinateur tourner toute la journée. Pour gagner 10 Bitcoins dans la journée, le Bitcoin, il valait rien. Jusqu'au jour où il y a un gars qui a dit « Ouais, envoie-moi des bitcoins ». Il fait « Attends, t'es gentil, ça vaut rien, mais moi, mon ordinateur, il tourne depuis 2 semaines quand même. J'ai sécurisé 1000 transactions. Je les ai méritées, mes bitcoins. » Et il fait « Tu sais quoi, ce soir, je passe chez toi, c'est moi qui paye les pizzas et tu m'en donnes 10 000. » Et le mec a dit « Ok, ça marche. » Voilà la toute première transaction en bitcoin.
C'est à ce moment-là que le Bitcoin a eu sa toute première valeur. Il y avait 2 pizzas pour 10 000 Bitcoins, donc une pizza, c'est 1/5 de Bitcoin. C'est son vrai premier prix. Les gens vous diront, ouais, c'était 1 centime, c'était non, c'était 1/5 de pizza. Retiens bien. Et après, ce qui s'est passé, c'est que ce gars-là, il commençait à en donner à tous ses amis. D'ailleurs, c'est la meilleure façon que j'ai pour que vous vous intéressiez au Bitcoin. Hein. Si vous venez tous à la fin et que je vous envoie 50 € de Bitcoin sur votre téléphone, vous allez chercher comment retirer ce soir. Hein. C'est quand même le point d'entrée de la crypto-monnaie. C'est comme ça que les gens s'y intéressent. Il y en a un qui avait compris ça, qui a dit, moi j'en ai des milliers et des milliers, je vais faire un site internet où les gens ils viennent, ils cliquent et ils reçoivent 5 Bitcoins. Et ils peuvent venir cliquer tous les jours. Ça ne représentait rien à l'époque, hein, je vous le rappelle. Hein. C'était quand même une maison à chaque clic presque. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a été sur ce site, de plus en plus de personnes. Les médias ont commencé à en parler. Et très rapidement, il y a une autre personne qui s'est dit « mais moi je ne peux pas continuer à en donner, enfin, on ne peut pas en donner comme ça, j'ai beaucoup trop de demandes. Quand j'en crée 5, j'en distribue 20. » Et donc il a commencé à mettre un prix. Il a dit « voilà, vous payez 1 centime et je vous en donne 5. » Puis il avait quand même trop de demandes. Il y avait trop de gens qui en voulaient. Il n'avait pas le temps d'en fabriquer. Et donc il a fait ce que l'être humain fait naturellement. Quand on a trop de demandes et qu'on n'a pas assez de stock, il a commencé à augmenter son prix. Et vous avez compris comment le Bitcoin s'est retrouvé à 20 000 €. Parce qu'il y a des gens qui étaient prêts à l'acheter, des gens qui étaient prêts à le vendre. Quand il y a beaucoup plus de gens qui en achètent que de gens qui en vendent, forcément le prix se régule à la hausse. Et quand, à l'inverse, il y a beaucoup trop de gens qui en vendent et il n'y a personne qui en achète, le prix s'effondre. C'est le mécanisme de l'offre et de la demande que vous devez connaître dans bien d'autres domaines. Cette personne, à la base, elle a créé la toute première blockchain. Ce n'est pas la plus rapide, ce n'est pas la plus efficace, mais l'objectif, c'était de répondre à certains besoins. Le besoin le plus important, c'était la décentralisation. Aujourd'hui, quoi qu'il se passe demain, il peut y avoir une tornade, une bombe nucléaire, un arrêt du gouvernement, la fission de l'Europe, j'en sais rien. Mais en attendant, vous pouvez prendre l'avion, aller au Japon, vous pouvez aller aux États-Unis, vous pouvez aller à Paris, vous pourrez aller dans n'importe quelle ville, éviter Paris s'il y a eu une bombe nucléaire, évidemment, mais vous allez réussir à trouver quelqu'un qui va accepter le Bitcoin, et vous n'aurez même pas besoin de parler de sa valeur, parce qu'il a la même valeur partout dans le monde. Parce que tout le monde s'accorde à dire que son prix, c'est le prix auquel les gens sont prêts à le payer maintenant. Et c'est ça qui est important, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, et même si votre carte bleue ne marche plus, même si on vous dit que ce n'est plus votre maison, en tout cas, ce sont vos bitcoins et personne ne peut vous les prendre. Et c'était le but. Alors cette personne, elle a lancé le white paper sur le forum Reddit, et puis après, c'est l'humanité qui a fait le reste. Hein. Ce sont des développeurs qui s'en sont pris, des gens qui ont adoré, qui ont commencé à sécuriser le réseau, un informaticien qui avait un restaurant qui s'est dit « bon ben moi je vais carrément l'accepter dans mon restaurant, tant qu'à faire, je suis prêt à l'acheter sur internet, pourquoi pas l'accepter dans mon resto ?» Et de fil en aiguille, ça a fait le tour du monde. Et il y a des pays bien plus développés que la France là-dessus, mais la France n'est vraiment pas en retard sur la crypto-monnaie, du moins pas pour le moment. Et la technologie s'est tellement répandue qu'après les gens ont commencé à se dire « ok, c'est pas juste pour échanger de la valeur, c'est pas juste pour échanger de l'argent. La technologie, elle est vraiment puissante, on peut faire plein de choses avec. » Parce qu'elle ne répond pas qu'aux besoins de la décentralisation. Elle répond à d'autres formes de besoins. Par exemple, la transparence. Si je vous fais une transaction en Bitcoin, alors tout le monde pense que c'est anonyme, c'est pour la drogue, c'est totalement faux. Le seul truc à dire à ces gens, c'est que c'est totalement faux. Déjà, c'est pas anonyme, c'est pseudonyme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'achète un truc à 5 € en Bitcoin, dans le livre géant, n'importe lequel d'entre vous, vous pouvez prendre ce livre. Hein. Vous allez sur Internet, vous tapez Bitcoin Explorer, vous allez voir le livre de la blockchain qui se met à jour en temps réel avec toutes les transactions. Là, maintenant, tout de suite, vous pouvez le faire. Et ce qui s'est passé, concrètement, c'est que la technologie a apporté plein d'autres solutions. La transparence, le fait que ce soit pseudonyme, c'est le fait que, ok, on ne sait pas que c'est Owen Simonin, on ne sait pas que c'est moi, parce que je suis caché derrière une adresse, 324 622 7EYU, ben c'est peut-être moi. Et tout le monde peut voir la transaction. Parce qu'en effet, les gens n'ont pas à savoir qui est derrière l'adresse, j'ai quand même ma vie privée, mais le seul moyen de comprendre où sont les bitcoins aujourd'hui, c'est de pouvoir retracer toute l'histoire. Donc il faut pouvoir voir toutes les transactions et savoir le billet de 50 d'hier qui a été coupé en 2 morceaux, où il est aujourd'hui, il appartient à qui et à qui. Eh bien ça, c'est l'une des fonctionnalités de la blockchain, c'est transparent. Si un jour le gouvernement utilise la blockchain pour faire un vote et pour élire le nouveau président, le gouvernement ne pourra pas tricher. Les votes seront publics, la blockchain est publique, chaque personne pourra suivre son propre vote et voir ce qui s'est vraiment passé. Imaginez même un jour où tous nos impôts seraient payés en crypto-monnaie et où le gouvernement utiliserait l'argent des impôts pour attribuer, par exemple, un budget pour les écoles, un budget pour l'armée. Pour le jour où on voit exactement à quoi servent nos impôts, je pense qu'on aura des problèmes. Il va y avoir quelques ronds-points bloqués, encore une fois, je pense. Mais c'est pour vous dire à quel point cette technologie pourrait permettre d'avoir beaucoup plus de transparence dans plein de solutions. Et il n'y a pas que la décentralisation et la transparence. Cette technologie, elle est aussi, de par nature, immuable. On ne peut pas l'arrêter. Le seul moyen vraiment de
d'abuser du système Bitcoin, ce serait d'avoir 51% des ordinateurs qui vérifient le réseau. Quand on a la majorité, on peut faire ce qu'on appelle une double dépense. En gros, j'envoie des bitcoins, les mêmes bitcoins, je les renvoie ailleurs, et comme c'est moi qui ai la majorité pour sécuriser le réseau Bitcoin, eh bien, je fais croire au réseau que non, il n'y a pas de problème, les deux transactions peuvent partir, c'est bien mon argent ici et ici. Et donc, en gros, je peux dupliquer de l'argent. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, Facebook, Amazon et Google, qui sont trois des plus grands géants informatiques de ce monde-là, eux tous réunis, ils n'auraient même pas 15% de la puissance du réseau Bitcoin. C'est totalement inarrêtable. Le seul moyen de l'arrêter, c'est d'éteindre tous les ordinateurs de la planète qui sécurisent le Bitcoin, sachant qu'il y en a dans tous les pays de la planète, ça va être très compliqué. Et il suffit qu'il y ait un seul pays qui résiste et le réseau Bitcoin est debout pour tout le monde. Et ensuite, il faudrait quand même trouver des millions et des millions d'individus, réussir à trouver tous ceux qui ont une connexion à Internet et qui ont un ordinateur qui sécurise le réseau. Donc autant vous dire que ce serait impossible. Et l'autre façon, ce serait de couper Internet à l'échelle mondiale. Encore une fois, là, ça n'arrangerait pas les banques, ça n'arrangerait personne. Et il y a même déjà des fous qui sont en train de bosser sur un protocole qui permettrait de mettre la blockchain à jour par satellite. On ne sait pas, imaginons que l'électricité s'arrête à l'échelle mondiale, ce serait très vite la guerre, ce serait très vite des situations qu'on n'a vraiment pas envie d'imaginer. Malgré tout, tant que vous avez de l'énergie dans votre téléphone, vous pourriez faire des transactions avec les autres grâce à un satellite. Pour vous dire à quel point ils sont vraiment en train de bûcher sur le fait que ça ne s'arrête jamais. Et le fait que ce soit immuable, ça donne de la confiance. Parce qu'en effet, le cadastre de votre maison, c'est un papier qui est chez votre notaire et qui a été dupliqué, heureusement. Parce que si le bâtiment de votre notaire brûle, il faut quand même qu'on puisse prouver quel appartement est acquis. Mais imaginez que ce soit dans une blockchain. Vous n'avez plus à vous demander si demain on va vous enlever votre bien ou pas. C'est immuable, c'est vous, c'est écrit dans la blockchain, elle est mise à jour et elle est partout dans tous les pays de la planète en même temps. Ce bien est à vous. On ne peut pas vous le prendre. Tout simplement. Tout comme vos fonds quand ils sont sur la blockchain. Alors après, il y a d'autres avantages à la blockchain, notamment la rapidité, notamment le fait qu'il y a peu de frais. Alors ce n'est pas vrai pour toutes les blockchains. Des fois, le Bitcoin est saturé, du coup, il est un peu plus lent. Mais il y a une autre crypto-monnaie qui, elle, revendique le fait d'être plus rapide. Le réseau Visa, le réseau de transactions bancaires, il peut gérer jusqu'à 1500 transactions par seconde. Du moins, c'est ce qu'il gère en moyenne. Globalement, là, pendant que je vous parle, il y a 1500 transactions qui sont faites chaque seconde dans le monde sur le réseau Visa. C'est un peu, on va dire, la valeur qu'on va chercher dans les transactions bancaires. Vous voulez faire un système qui remplace Visa, vous devez au moins avoir 1500 transactions par seconde. Il y a un ascenseur qui vient d'arriver. Bref, vous devez au moins avoir 1500 transactions par seconde. Du coup, il y a des crypto-monnaies qui ont commencé à bosser sur ce protocole-là et qui ont fait une blockchain avec des gens qui peuvent s'envoyer des transactions et qui peuvent gérer jusqu'à 100 000 transactions par seconde. Et c'est instantané. Un virement bancaire, 48 à 72 heures, ouvrez. Si vous faites le virement un vendredi, ça peut arriver lundi ou mardi, ça prend du temps. Un virement sur la blockchain Bitcoin un dimanche à 5 heures du matin, c'est instantané. Ça se fait en quelques secondes. Et encore, il y a des blockchains avec des crypto-monnaies qui sont encore plus rapides, qui communiquent encore plus vite, et ça se fait vraiment en un claquement de cils. Et il y a des centaines et des centaines d'avantages à la technologie blockchain. Chaque crypto-monnaie va utiliser un ou plusieurs de ces avantages. Il y a même des blockchains qui sont créées pour régler des problèmes avec aucun rapport avec l'argent, du moins aucun rapport avec une transaction financière. Je vais essayer d'imager par quelques exemples. Vous connaissez tous AXA, je pense. Eh bien, AXA, il y a également AXA Assurance, et c'est l'une des premières banques assurances qui a vraiment bûché sur la blockchain et qui a vraiment commencé à utiliser la blockchain pour régler des problèmes dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si vous connaissez, mais quand on voyage beaucoup, on peut prendre une assurance retard. En gros, si votre avion a 2 heures de retard, votre billet d'avion vous est remboursé. Eh bien, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est-à-dire que si votre avion a 2 heures de retard, vous allez devoir contacter l'assurance en disant « Voilà, je m'appelle, nom, prénom, je suis sur tel vol, je suis assuré chez vous et mon avion a eu 2 heures de retard, je veux être remboursé. » AXA va vous répondre « Bonjour monsieur, en effet, on vous trouve bien dans notre base de données, envoyez-nous tous vos documents pour nous prouver que c'est bien vous. Pièce d'identité, justificatif de domicile, qui vous êtes, ce que vous faites, vous remplissez un dossier d'assurance. Vous envoyez le dossier d'assurance qui arrive en 7 à 14 jours évidemment, à l'assurance elle-même. L'assurance, ensuite, elle va analyser ce dossier, elle va vérifier. Oui, vous étiez bien assuré, oui, vous êtes bien la personne que vous prétendez être, et vous étiez sur tel vol. Ensuite, elle va monter un dossier où elle va contacter l'aéroport qui avait ce vol-là. Est-ce que ce vol était bien en retard? Oui ou non? Il était en retard, d'accord. Est-ce que ce passager-là était bien sur le vol? Oui, il y était, pas de souci. À ce moment-là, l'assurance a fait les 2 check-ups, vous êtes bien assuré, et l'avion avait bien du retard.
Et donc, elle va revenir vers vous et vous demander vos informations bancaires, si elle ne les a pas déjà. Et sous 7 à 14 jours, elle va vous rembourser 50% du prix de votre billet d'avion. Il y a 200 personnes qui ont bossé pour ça. Des gens à l'assurance, des gens à l'aéroport, chez vous, vous avez monté un dossier. Enfin. AXA a créé une blockchain qui s'est basée sur une crypto-monnaie qui s'appelle Ether, qui permet d'ailleurs très facilement, du moins beaucoup plus facilement qu'avant, de créer votre propre blockchain. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a connecté sa blockchain à ce qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents. Par exemple, la blockchain, donc ce livre géant, est connecté à tous les aéroports de la planète. Quand un avion est en retard, elle n'a pas besoin d'appeler, elle est déjà connectée au système et elle sait déjà quel avion est en retard. AXA a donné, avec l'accord de ses clients, ses compliance RGPD évidemment, avec l'accord de ses clients, elle a donné à la blockchain les informations. Qui est assuré chez nous? Elle a donné toutes les informations, enfin, c'est bien lui, on a bien son identité, et il a bien payé l'assurance supplémentaire pour être remboursé en cas de vol. Et on donne également à la blockchain les coordonnées de paiement. Ce qui se passe, c'est qu'à l'instant où un avion est en retard, de plus de 2 heures, la blockchain va faire un check-up automatique, elle va regarder la liste de tous les avions, elle va regarder s'il y avait des clients d'AXA dans tous ces avions, elle va les trouver, ensuite elle va instantanément checker est-ce qu'il avait l'assurance supplémentaire ou non, et s'il avait l'assurance supplémentaire, tout de suite un virement bancaire est mis vers son compte pour rembourser la moitié du billet d'avion. J'ai faim aussi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ça fait gagner un temps fou et ça fait économiser un temps humain énorme, que ce soit à l'assurance, mais tout autant qu'à vous, et tout autant qu'au système d'aéroport et aux personnes qui passent leur temps à dire « oui, il était sur cet avion, non, il ne l'était pas ». C'est un exemple parmi tant d'autres de ce qu'on peut faire avec la blockchain. Il y a vraiment des centaines et des centaines d'usages. Le créateur de Mozilla Firefox, il a créé un autre navigateur Internet qui s'appelle Brave, B-R-A-V-E. Et avec ce navigateur-là, il a décidé de changer la publicité. Actuellement, la publicité, c'est un triangle. Il y a des sites Internet qui se font payer par des marques. On imagine Facebook, qui se fait payer par Ikea, pour afficher des pubs d'Ikea toute la journée. Et vous, ben vous en prenez plein les yeux, et vous voyez des pubs sur votre Facebook, des pubs et des pubs et des pubs toute la journée. Vous, ça vous embête. Ikea perd de l'argent, puisqu'elle en donne à Facebook, même si son but c'est d'avoir des nouveaux clients, et Facebook gagne de l'argent. Et le triangle fonctionne comme ça. Eh bien, le créateur du Basic Attention Token, il a dit non, on va faire une crypto-monnaie qui va être liée à tous les navigateurs Internet. Tous les gens qui ont le navigateur chez eux et qui l'utilisent, ils ont un compte de crypto-monnaie créé automatiquement, avec notre crypto-monnaie à nous, et les gens peuvent décider ou non de voir des pubs. Si vous décidez de ne pas voir de pub, vous allez surfer, ça va être super rapide, parce que vous allez aller sur un Internet sans aucune publicité. Par contre, si vous acceptez de voir des pubs, à chaque fois que vous envoyez une, la moitié de l'argent qui est prélevé à Ikea, par exemple, elle sera à la fois pour Facebook, mais à la fois pour vous. Et cet argent-là, cette crypto-monnaie, à la fin du mois, vous pouvez décider de la changer en euros et de la récupérer, ou alors vous pouvez décider d'aller voir un YouTuber que vous aimez bien, vous pouvez décider d'aller sur un site que vous aimez bien, ou encore Wikipédia, qui vient de valider le protocole Brave cette semaine, et vous pouvez faire une donation de l'argent que vous avez généré grâce au système publicitaire. Grâce à la blockchain et de façon transparente, ils ont voulu rééquilibrer la justice dans le système de publicité. On a besoin qu'il y ait des publicités sur Internet. Si vous allez sur un site qui n'a pas de pub, le site ne peut pas gagner sa vie, sauf s'il présente des articles sponsorisés. En faisant ça, vous acceptez de voir de la pub, mais vous n'êtes pas le pigeon, puisque vous aussi, vous allez profiter de la valeur que vous allez générer, et au moins, vous garantissez au site Internet que vous allez voir ces pubs, et donc il va pouvoir se rémunérer lui aussi. C'est un ensemble de choses, et c'est un exemple. En fait, le truc qui est très très dur à faire comprendre, c'est que la blockchain, ce n'est pas une technologie, ce n'est pas une solution. La blockchain, c'est une pâte à modeler, c'est vraiment une sandbox dans laquelle vous allez pouvoir créer sur mesure des outils pour répondre à des problèmes sur mesure. Et donc, il y a des solutions incroyables qu'on va faire avec la blockchain, on n'y a même pas encore pensé maintenant. C'est vraiment le début. Première révolution industrielle, environ 70 ans pour aller jusqu'à la seconde. Ensuite, pour avancer jusqu'à la prochaine, il y a eu à peu près 40 ans. Découverte du protocole TCP/IP d'Internet, jusqu'à aujourd'hui, le Google et le Internet qu'on connaît aujourd'hui, 35 ans. Il a fallu environ 7 jours pour que Pokémon Go, ce petit jeu sur téléphone, se répande dans la planète entière. 7 jours. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une espèce de... Il y a une règle qui fait qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, on va encore plus vite à celle d'après. C'est l'humain. Et comme on a une nouvelle technologie, on a des meilleurs outils pour aller à celle d'après. Et toutes les révolutions vont de plus en plus vite. Et c'est ça qui fait que la technologie blockchain va être adoptée vraiment très rapidement.
J'aime beaucoup une citation d'un philosophe allemand qui dit « Toutes les révolutions passent par 3 phases ». Au début, c'est ridicule. Au début, c'est ridicule, on n'y croit pas vraiment. Il y a un mec qui dit qu'il va inventer un téléphone qui permet de téléphoner sans câble à un bonhomme à l'autre bout de la planète et on lui parle en live. Ridicule, personne n'y croit. Impossible. La deuxième phase, c'est le danger. Quand on sort du ridicule, bah là, par exemple, la Chine se rend compte que c'est vrai, ça marche. C'est pas une blague, la technologie existe, on peut téléphoner à quelqu'un à l'autre bout de la planète. Faut vraiment pas que les États-Unis aient cette technologie avant moi. Il ne faudrait vraiment pas qu'il y ait une guerre et que mes alliés puissent communiquer entre eux en permanence et que moi je puisse pas. Et donc là, ça commence à être dangereux. Là, on a peur. Et quand on dit dangereux, ça peut être dangereux en mode qui va avoir cette technologie, quel pays va l'avoir, mais ça peut être aussi de l'autre côté. Comme je vous ai dit, Internet, le jour où on l'a découvert, tout le monde va investir. Il y a des gens, ils ne savaient même pas ce que c'était Internet, ils ne savaient même pas comment ça marchait, ils n'imaginaient même pas ce qu'on pouvait faire avec, et ils ont mis des milliers et des milliers d'euros. C'est une nouvelle technologie, il faut investir maintenant. Dangereux, on est dans la phase dangereux. Et à un moment, la 3e étape de toute révolution, et vous pouvez prendre n'importe quelle révolution dans votre tête, vous pouvez les mettre dans ces 3 étapes, la toute dernière, c'est la phase évidente. Aujourd'hui, vous ne savez toujours pas ce que c'est le protocole TCP/IP. Beaucoup d'entre vous ne savent pas du tout comment fonctionne Internet, en tout cas exactement, techniquement, comment ça marche. Pourtant, vous avez tous un téléphone dans la poche et vous l'utilisez toute la journée. C'est évident. Quand on vous demande qu'est-ce que c'est Internet, vous dites comment ça, qu'est-ce que c'est Internet? C'est Internet, quoi. Tu l'utilises aussi? Oui, ben voilà, c'est évident. Eh bien, la blockchain, je suis certain que d'ici 5 à 10 ans, peut-être moins, parce qu'on a tellement de technologies qu'on y va de plus en plus vite, ce sera évident et vous commencerez à l'utiliser très bientôt sans même le savoir. Alors au début, lors de mes premières conférences, c'était pas fou, hein. Franchement, 2-3 personnes, dont une qui était venue uniquement pour me contredire et qui attendait la fin pour essayer de me coincer. Pas grand monde qui comprenait, on me prenait pour un fou. J'annonce à mes parents que j'arrête mon école de commerce pour aller miner du bitcoin dans une cave à Florange. Pas trop de succès lors de l'annonce familiale. Bref. Aujourd'hui, ça commence à devenir évident. Pendant longtemps, on s'est demandé si on était fou, hein. Il y en a quelques-uns là qui sont à mes côtés toute la journée, qui savent très bien que quand on a commencé, il n'y avait pas grand monde pour croire en nous, quoi. Et puis après, on a vu une boîte. Puis on a vu un AXA qui commence à creuser. Puis JP Morgan qui va lancer sa crypto-monnaie. Puis notre gouvernement qui commence à réguler, qui commence à faire des lois, qui dit que c'est légal et qui commence à essayer de cadrer tout ça. Puis un matin, Amazon qui dit s'intéresser au protocole Bitcoin pour essayer d'améliorer la mise à jour de ce registre géant. Puis Facebook qui lance sa crypto-monnaie et qui risque de devenir la plus grosse banque de l'humanité demain matin. Ce genre de choses, des petits trucs qui touchent personne. En attendant, il est fort possible que la génération d'après nous, ou peut-être même la nôtre, vu comme ça va vite, et je pense que ce sera la nôtre, n'utilise même pas d'euros, ou alors ce sera de la crypto-euro. On n'aura plus de billets. Globalement, on va garder la même valeur, hein, puisque ce petit numéro de série qui représente sa valeur sera sur la blockchain. Ce sera exactement pareil. On prouvera qu'il est à nous parce qu'on est les seuls à pouvoir se connecter sur ce compte blockchain, parce qu'on est les seuls à avoir le mot de passe. Et au lieu d'avoir un billet, on nous demandera juste ce mot de passe pour pouvoir payer. Par exemple, il y a tellement de choses qui vont évoluer. Les dialogues sociaux, la transparence, la façon dont le monde va se développer, mais en attendant, on en reviendra toujours au même point. On essayera de garder un maximum de confiance lors des échanges qu'on aura entre nous, que ce soit des informations ou toutes les autres valeurs qu'on peut échanger. Vous avez des questions ? Ça marche. Ok. Merci. Donc techniquement, la blockchain, où se trouvent les données? Tu parlais d'ordinateur. C'est quoi? C'est-à-dire, moi, j'ai un ordinateur chez moi, ça veut dire que potentiellement, je peux avoir des données sur mon ordinateur? Alors, oui, tout à fait. Il y a plusieurs façons de sécuriser la blockchain Bitcoin, mais la meilleure façon de participer au réseau, c'est d'avoir un ordinateur qui est allumé toute la journée, avec certaines compétences techniques qui lui permettent de sécuriser la blockchain, mais aussi d'avoir assez d'espace sur l'ordinateur pour télécharger toute la blockchain. Parce que c'est le fait qu'elle soit partout à la fois qui est sécurisée. S'il y a une seule version de ce livre, on a peur, parce que le livre, il brûle, on ne sait plus qui a quoi. Mais là, la blockchain du Bitcoin est copiée et elle est partout en même temps, par des gens qui ont laissé leur ordinateur à disposition. Alors, au début, on me disait, mais pourquoi laisser son ordinateur à disposition toute la journée? Il va me prendre de l'électricité, mon ordinateur, et je l'utilise. Donc c'est quand même mon matériel que je laisse. Ils sont gentils, les gens, mais je vais sécuriser leurs transactions, qu'est-ce que je gagne? Eh bien, le système du Bitcoin a bien été fait. On appelle ça le proof of work. L'ordinateur travaille, il sécurise les transactions, il fournit la preuve de son travail, proof of work, et il est rémunéré. Et il a le droit à 2 choses en échange de ce travail. 1, les frais de commission.
Si j'envoie 1000 € en Bitcoin et qu'il y a 1 € de frais, ben c'est les mineurs qui vont sécuriser la transaction, qui vont récupérer les frais. Le 1 €, il va se partager entre tous les ordinateurs qui ont fait le travail. Et la deuxième chose, c'est que j'ai dit qu'à chaque page, il y avait des nouveaux bitcoins qui étaient créés. Eh bien, si dans une page, il y a 1000 transactions, s'il y a 1000 nouveaux bitcoins, il y aura 1 bitcoin par transaction, etc., etc. Ce qui fait que c'est rentable de laisser son ordinateur tourner et d'assurer, d'une certaine façon, la sauvegarde des données. Parce que vous, de votre côté, en tant que particulier, vous avez une sauvegarde. Et si votre voisin a sa maison qui brûle, c'est pas grave, vous êtes une sauvegarde. Et c'est ce qui fait que tout le monde sauvegarde la blockchain. Et où est-ce qu'on, par exemple, si moi demain j'ai envie de sauvegarder une blockchain sur mon ordinateur, il y a des gens qui font ça, qui sont rémunérés pour ça. Enfin, je veux dire, ça peut être un business à part entière. C'est mon métier. Ah ben voilà. On fait que ça. Bon, on a un peu beaucoup de métiers, puis je ne sais pas encore si c'est un métier. Hein. En tout cas, il n'y a pas de code NAF. Quand on crée votre entreprise, il n'y a pas la case mineur de Bitcoin, ils ne l'ont pas faite encore. Elle arrivera, je vous jure, elle arrivera. Hein. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais oui, nous, par exemple, on s'est rendu compte qu'on était capable de créer des ordinateurs pas trop chers, que l'ordinateur allait consommer 1,50 € d'électricité par jour, mais qui pouvait rapporter 3 € de commission par jour. Il consomme moins que ce qu'il rapporte. C'est un business, tout simplement. Et donc, on a commencé à faire ce genre de machine. Surtout que nous, au début, on voulait le démocratiser à tout le monde. Et concrètement, pour un particulier qui n'a pas de base sur la blockchain, si je vous mets au défi de monter votre propre mineur de Bitcoin demain, vous allez passer une sale nuit. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que chacun son langage, et tout comme la blockchain. Si on n'a pas compris les mots de base, on ne peut rien comprendre à ce que raconte une personne, et on a l'impression que c'est tordu, simplement parce qu'on n'a pas les bases. Et bien de la même façon, nous, aujourd'hui, on les a parce qu'on n'a fait que ça, et on propose ce genre d'ordinateur à des gens qui vont les recevoir chez eux, les brancher à l'électricité, à Internet, ils vont cliquer sur Start. Nous, on a fait une intelligence artificielle qui va détecter quelle est la blockchain la plus rentable à sécuriser. L'ordinateur va sécuriser cette blockchain, récupère cette commission-là, et on change en euros pour payer le client à la fin du mois sur son compte en banque. Et chacun de nos clients est devenu à lui seul une sauvegarde et un point de relais pour mettre à jour ce livre géant. C'est super intéressant. J'ai une dernière question, après je lâche le micro, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'on parlait finalement la blockchain, ça sert aussi à gérer son patrimoine. C'est-à-dire demain j'achète une maison, si une agence immobilière a une blockchain, quelque part la transaction elle va être automatiquement enregistrée dans cette blockchain. Alors ma question c'est de savoir est-ce qu'on pourrait à l'avenir, et on parle purement théorique, se passer de notaire finalement, parce que le notaire est là pour valider le fait que ma maison a bien été achetée, il signe un truc, enfin c'est le côté légal on va dire. Est-ce qu'il y a déjà des réflexions là-dessus? Alors, par définition, ceux qui ont peur de la blockchain, c'est les tiers de confiance. Oui, tous ceux qui étaient là jusqu'à présent pour la confiance. Le banquier, c'est un tiers de confiance, mais il fait plein de métiers. Il doit vous conseiller, il doit faire plein de choses. Oui. C'est vrai que le notaire, il sert qu'à ça, la confiance. Hein. Pour le coup, le notaire, il vous prend 7 points. Oui. Bon, il y a quelques points qui sont pour le gouvernement derrière, mais le notaire, il va vous prendre 7% de la valeur de votre bien, juste pour dire qu'il est à vous. C'est vraiment cool. En attendant, bon, il y a des frais, il y a plein de choses derrière, mais oui, eux, ils ont peur. Là où je veux répondre à une question, c'est que je ne pense pas que la blockchain va supprimer des emplois. Je pense qu'elle va tous les faire évoluer. Je donne un exemple très simple. On imagine une assurance. On connaît le concept, on imagine qu'on est 5 à être assurés. On paye 100 € par an, donc 500 €. À la fin de l'année, il n'y en a qu'un seul d'entre nous qui a eu un accident. On imagine que c'est moi, j'ai cassé le feu arrière de ma voiture, il y a 200 € de réparation. L'assurance me donne les 200 € pour rembourser mon sinistre. Et elle a gagné 300 €, parce qu'elle a pris 500 € et elle n'en a donné que 2. C'est le business model de l'assurance. Elle dépense moins que ce qu'elle gagne. Imaginons maintenant qu'on enlève l'assurance et qu'on mette une blockchain. On se met tous d'accord, on signe un contrat, on bloque 100 € dans la blockchain, et on se dit, voilà, si il y a un accident, on partage la valeur de cet accident en 5. Et à ce moment-là, il y a eu un accident de 200 €, on coupe 200 € en 5 morceaux de 40, et à la fin de l'année, on a tous payé 40 € d'assurance. En gros, on a économisé les 60 € que l'assurance se serait mis dans la poche. Alors déjà, c'est faisable si on est plusieurs milliers, parce que si on est 5, il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait un vrai problème, ça va être compliqué sinon. Et surtout, on a l'impression que ça va remplacer l'assurance, mais en fait, pas du tout. L'assurance, il faut quand même quelqu'un qui vienne vérifier si je n'ai pas moi-même éclaté le phare de ma voiture volontairement, parce qu'on est des êtres humains, on est imparfaits, et donc il y en a qui vont tricher, même avec la blockchain. Beaucoup de gens pensent que la blockchain, c'est qu'un algorithme, mais en fait, c'est un androrithme. Un algorithme, il suit des règles mathématiques et il fait des actions en fonction de circonstances. Un androrithme, c'est plus... Vous connaissez Wave ? Oui. Wave qui nous permet de nous déplacer et tout. Wave est extraordinaire parce qu'il a combiné les algorithmes de Google avec l'androrithme qui est l'être humain.
en permanence. Si ce logiciel est aussi efficace, c'est parce qu'il y a des milliers de personnes comme vous et moi qui donnent des informations sur la route. La police vient de se cacher là, je les ai vus, je vous jure, celui de derrière est prévenu. Voilà pourquoi c'est efficace. C'est un androrhythme. Ça ne va pas supprimer des emplois, ça va remplacer des emplois et ça va les faire évoluer. Parce qu'on aura toujours besoin de l'être humain. Et pour la première fois, l'être humain a créé une technologie efficace. Plus on va vers la technologie, plus on va vers le robot, plus on va vers l'intelligence artificielle, plus on a l'impression de s'éloigner de l'humain, alors que la blockchain, c'est tout l'inverse. C'est une technologie qui est là pour la confiance, elle est là pour nous, par nous, et forcément, c'est nous qui allons l'alimenter. Et donc l'assurance, le métier de l'assurance va évoluer, c'est certain. Il y aura les assurances dinosaures qui vont mourir car elles ne voudront pas entendre parler de la blockchain. Et il y a les nouvelles qui vont simplement évoluer leur métier. Et votre conseiller sera un conseiller différent qui va faire autre chose et qui va gérer la blockchain. Et pourquoi pas, ce sera carrément l'assurance qui met à jour la blockchain. On n'en sait rien. Mais en attendant, on en reviendra au même point. Le métier évoluera. Il n'y aura pas de suppression là-dessus. Merci beaucoup. Et pas trop technique. Hein. Pardon. Oh, salut, merci pour la présentation, c'était très cool. Petit problème technologique actuel de la blockchain, c'est qu'elle consomme beaucoup. Est-ce qu'il y a des études, parce que je sais que la technologie pour l'instant, elle est là, mais est-ce qu'il y a des études pour diminuer l'utilisation énorme qui fait de l'énergie? Alors, il y a beaucoup de points. La blockchain consomme beaucoup, c'est vrai. Ça consomme beaucoup, mais vraiment pas tant que ça. Premièrement, c'est le truc à savoir. Déjà, il faut savoir qu'il y a différentes technologies. Je vous ai parlé du proof of work, l'ordinateur qui fait des calculs toute la journée. Ça consomme, certes. Par contre, il y a beaucoup de blockchains qui utilisent d'autres technologies pour se mettre à jour, qui consomment jusqu'à 1000 fois moins. Déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça consomme énormément d'énergie, mais c'est de l'énergie renouvelable. Parce que le mineur doit payer son électricité le moins cher possible pour gagner de l'argent. Si quand il gagne 4 € de commission, il a payé 4 € d'électricité, pas rentable. Par contre, s'il ne paye pas l'électricité, c'est très rentable de sécuriser le Bitcoin. Donc déjà, même si ça consomme pas mal d'électricité, c'est de l'énergie renouvelable. Très souvent issue de l'énergie solaire, des barrages hydroélectriques ou de la géothermie. Donc ce n'est pas de l'énergie, comme on le pense, de l'énergie fossile qui pollue tant que ça. Et le dernier point à voir, c'est que proportionnellement au système bancaire actuel, je dis bien proportionnellement parce que le Bitcoin est encore tout petit, proportionnellement ça consomme 6 fois moins que le réseau de distributeurs bancaires. Donc le Bitcoin consomme, c'est vrai. J'aimerais le voir dans chacune des poches des gens de cette salle dans 10 ans. Donc oui, on doit se poser la question maintenant, mais proportionnellement à ce qui existe déjà, le Bitcoin ne consomme pas trop, c'est faux. Et il y a des études qui le montrent et des gens qui ont vraiment creusé le sujet. Malgré tout, oui, il y a des gens qui se posent des questions. Pour faire très simple, et là j'y vais vite parce que c'est un peu plus technique, dans le proof of work, en réalité, tous les ordinateurs font un calcul très complexe et le premier qui trouve la solution a le droit de sécuriser la transaction. C'est ça d'ailleurs qui rend le Bitcoin totalement équitable. Parce que vous pouvez avoir de la chance et sécuriser 2 transactions d'affilée, et si vous n'en avez pas, ça peut être une personne en Hongrie, une personne aux États-Unis, bref, ça peut être partout sur la planète. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont faire le même calcul que vous, mais dès qu'il y a un gagnant, on arrête. Et donc, il y a des gens qui ont consommé de l'électricité pour rien. C'est ça qui gêne vraiment. Et c'est ça qui fait qu'il y a vraiment des gens qui sont gênés. Ce n'est pas le fait que ça dépense de l'énergie, c'est le fait que ça en dépense inutilement. Et donc, il y a déjà des gens qui bossent sur des algorithmes qui... tout le monde doit, par exemple, fournir 10 minutes de puissance pour sécuriser les connexions de Facebook, et la dernière minute, tout le monde fait un calcul, celui qui a le meilleur résultat valide la transaction. Et donc, à ce moment-là, on ne pourrait pas faire consommer moins le Bitcoin. Par contre, on pourrait faire consommer moins les autres boîtes, car si votre mineur va passer 90% de son temps à sécuriser Facebook et 10% de son temps à faire les transactions, Facebook va arrêter de consommer de son côté, ils vont avoir de l'énergie gratuite. Donc oui, il y a déjà des centaines de personnes. Vous pouvez laisser votre ordinateur à la disposition de la NASA pour sécuriser des transactions ou des calculs dans l'espace. Vous pouvez laisser votre ordinateur à disposition de centres qui travaillent sur le cancer et qui ont besoin de grosses puissances de calcul. Et vous pouvez faire ça pour énormément de choses. Il y a déjà des gens qui travaillent à ce que la puissance soit en tout cas renouvelée et qu'elle soit plus responsable. Et il y a aussi des algorithmes qui consomment 100 fois moins, bien sûr. Merci. Vous me dites quand je dois arrêter. Alors merci beaucoup, c'était très intéressant, très bien vulgarisé. Et j'ai justement une question de néophyte. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui est convaincu par la technologie, qui est convaincu par les crypto-monnaies et qui voudrait doucement mais sûrement se lancer vers l'investissement? Déjà, vous avez la bonne base, c'est votre dernière phrase, doucement mais sûrement. Moi, je crois à la technologie dans 10 ans, je pense vraiment qu'elle va exploser. Mais est-ce que le Bitcoin sera toujours la plus grosse monnaie? Je ne sais pas. Je crois vraiment au Bitcoin, je pense que sa valeur va monter. Mais dans 3 mois, elle peut très bien être divisée par 2 parce que 3 bonhommes ont voulu vendre d'un coup et que tout le monde a vendu derrière. Financièrement, on est sur un no man's land complet.
C'est vraiment un monde de cow-boys, ça va, ça vend, ça vient. Et globalement, je m'en suis rendu compte plus j'ai commencé à monter les échelons dans cette technologie. C'est Elon Musk qui passe à son agent, je vais dire sur Twitter que je vais acheter de l'Ethereum, le prix va monter. Son agent, il envoie ça à 50 investisseurs sur WhatsApp. Et nous, on a l'information 30 secondes avant. Ça n'existe pas dans le monde traditionnel. Ça s'appelle un délit d'initié. Vous allez faire une action, vous savez que ça va faire monter le prix. Et du coup, vous n'avez pas le droit de le dire légalement. Sinon, vous avez un avantage sur les autres. Eh bien, ça, c'est encore autorisé dans la blockchain. Moralement, c'est pas correct, mais comme c'est pas encore régulé, c'est encore autorisé. Déjà, il faut savoir qu'on va donc aller se battre dans un monde où il y a des gens qui ont des avantages. Il faut le savoir. Après, globalement, si vous pensez à la technologie, vous n'êtes pas là à vous dire le prix du Bitcoin dans 3 mois. Vous êtes là à vous dire dans 10 ans, je pense qu'il sera là. Vous choisissez... Le Bitcoin et le reste, quand je dis crypto-monnaie. Et le reste, exactement. Vous choisissez des crypto-monnaies qui vous plaisent, avec des bonnes valeurs. Vous allez lire le white paper, la première page du livre, comment ça marche. Pourquoi cette crypto-monnaie? Parce qu'il y a des crypto-monnaies qui servent à rien. Le pire, c'est les crypto-monnaies qui ont été faites parce que c'est la mode, on va en faire une. Complètement pas. Il faut aller chercher des crypto-monnaies avec un sens. Et on arrive souvent à voir le sens quand derrière, il y a un usage. Quand on se dit « ouais, je l'utiliserai bien tous les jours, ce serait bien, parce que pour la première fois, je vais gagner de l'argent en allant sur Internet », tac, il y a un usage. Et à ce moment-là, on peut se fier à cette valeur. On en choisit 4-5 auxquels on croit. On diversifie bien, on ne met jamais ses œufs dans le même panier. Même si on ne sait pas ce qui va se passer, c'est mieux d'avoir 4-5 valeurs, parce que le Bitcoin peut avoir un pépin demain, mais une autre crypto-monnaie, non. Et à ce moment-là, on y va raisonnablement. Ce que je conseille pour un néophyte, c'est une petite somme, $1, en fonction de ce que vous gagnez, en fonction de ce que vous pouvez vous permettre de dépenser, mettre un tout petit montant tous les mois. Au lieu de mettre un gros coup et de le regretter peut-être demain, vraiment investir un petit montant raisonnablement tous les mois. Comme ça, non seulement vous ne regardez pas le prix, et s'il s'effondre, vous ne passez pas des mauvaises nuits, même si vous allez passer des heures au début à mettre à jour toutes les 5 minutes pour voir comment ça évolue. Et ensuite, vous continuez ça sur le temps. Ce qui fait que si ça ne marche pas, ce sera $1, parce que vous aurez perdu de notion combien vous avez mis, puisque vous y avez été étape par étape, modérément et sur le long terme. Et si jamais la technologie fait x200 ou x1000, quel que soit le montant que vous avez mis, vous serez content. Merci beaucoup. C'est l'interruption du programme. Non ? Encore une ? Ah non, vous choisissez vous, j'ai pas le droit. J'ai trop devant, c'était pas juste, je suis désolé. Je reste après de toute façon, je me sauve pas. On a parlé beaucoup de crypto-monnaies et tu as énoncé quelques exemples, on va dire, d'utilisation de la blockchain, mais finalement la crypto-monnaie, c'est juste un POC, c'est une preuve de concept. La blockchain, elle va trouver sa véritable réalité justement quand elle sera utilisée dans le milieu industriel, dans le milieu tertiaire, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a peu d'exemples finalement de son utilisation, par exemple dans le milieu industriel. On imagine des choses sur la traçabilité des pièces dans les bagnoles, dans les bus, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a réellement une application de la blockchain autour de ces éléments-là ou autour de la santé, tous ces éléments qui pourraient vraiment trouver une réalité, justement, avoir une traçabilité, une vraie traçabilité, une transparence? Oui, alors il y en a beaucoup, mais déjà c'est des institutionnels généralement, du coup ça prend plus de temps. Alors que le petit particulier, il y va tout de suite et il va sur de la crypto-monnaie. Il ne se dit pas wow, « je vais changer le monde et je vais utiliser la technologie », du moins il a moins d'outils pour. Mais oui, ça existe déjà, il y en a beaucoup, c'est juste que c'est un peu moins parlant comme exemple, mais par exemple la purée mousseline. Vous achetez de la purée mousseline, c'est tracé. De la pomme de terre au magasin où vous allez l'acheter, tout ce qui s'est passé entre, c'est tracé par Carrefour. Carrefour a créé une blockchain qui vous permet de savoir exactement d'où vient votre pomme de terre. Ils l'ont sorti où? Vous pouvez tracer, grâce à la blockchain. Le poulet aussi, il me semble. Le poulet, Carrefour trace tous ses poulets. Où est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'il a grandi? Qu'est-ce qu'il a mangé? On a tout sur la blockchain et on peut le voir. C'est une utilité que moi, je ne comprends pas trop, parce que, enfin, je la comprends, mais ce n'est pas l'un des trucs qui m'intéresse. Mais pour beaucoup de gens, je sais d'où vient mon poulet, c'est très important pour moi. Et il y a déjà énormément d'applications. Forcément, on parle de crypto-monnaie parce que c'est le plus parlant. Et encore une fois, on va chercher le biais cognitif qui intéresse l'être humain qui vient de s'intéresser à cette technologie. On n'avait pas le droit de dire ce mot, je m'excuse. En tout cas, voilà, je vais utiliser forcément les biais cognitifs et je vais utiliser le dialogue qui va toucher le plus les gens. Mais oui, la technologie est la vraie finalité de la blockchain et je suis tout à fait d'accord, c'est les milliers de choses qui vont se faire derrière.
Après, il y a toujours, que ce soit token, crypto-monnaie, jeton, il y aura toujours un truc. C'est un peu comme le sang de la blockchain. Une blockchain ne peut pas marcher s'il n'y a pas un truc qui circule. Alors ce ne sera peut-être pas toujours une crypto-monnaie, je suis d'accord, mais ce sera de l'information cryptée qui circulera. Que ce soit pour dire oui, c'était bien le client de l'assurance, rembourser son billet d'avion. Mais il y aura toujours quelque chose qui va circuler. C'est vrai que quand on entend crypto-monnaie, on entend valeur numérique, trader et tout ce qui ne va pas avec. Ça ramène beaucoup à ce monde-là. Mais en attendant, toutes les blockchains, et même celles de Carrefour, il y a quelque chose qui circule à l'intérieur. Et même si eux, ils appelleront ça un token, parce qu'il n'y a pas de valeur monétaire derrière, ou un jeton, ou tout ce qu'on veut, il y aura toujours cette fameuse notion d'information cryptée qui va circuler dans la blockchain, un peu comme si c'était son sang, en quelque sorte. Ah, je ne sais pas, c'est vous, hein, vous avez les règles. Hein. Alors en fait, moi j'ai deux questions, mais vraiment de néophyte. Ce sera très bien pour conclure. Ma première question, vous avez parlé du grand livre. Vous avez fait l'image du grand livre qui se remplit, qui se remplit. Alors au début c'était un petit livre, et puis après un dictionnaire, et puis après je ne sais pas quoi. Est-ce que ça va pouvoir grossir? Est-ce que c'est nécessaire? Enfin, est-ce qu'on peut comme ça conserver l'historique de toutes les transactions qui se passent sur cette terre pour une monnaie ou pour autre chose? Est-ce qu'on peut continuer à faire? C'est ma première question. La deuxième, toute simple, c'est qu'est-ce qu'on peut acheter avec des bitcoins là? Est-ce que je peux aller acheter mon café là-bas? Est-ce que je peux aller faire mes courses demain? Comment ça marche? Voilà. Alors, ça fait deux questions d'un coup. Ouais. Je vais répondre à la deuxième. Ouais. D'accord. Voilà, la deuxième principalement, oui, on peut tout acheter en crypto-monnaie. Je ne dis pas que tout le monde l'accepte. Mais en attendant, il y a des boutiques qui vous permettent, juste avec le QR code, d'envoyer vos bitcoins d'un téléphone à un autre et de faire votre transaction. À Paris, vous pouvez trouver un hôtel, de quoi vous véhiculer, des restaurants qui l'acceptent. C'est encore un peu compliqué, vous allez regarder la carte, il y a 7 restaurants et vous allez sûrement bouffer au même endroit tous les jours. Mais vous pouvez également prendre une carte bleue dans une société bancaire Bitcoin qui vous donne un RIB, mais aussi une adresse Bitcoin. Et si vous n'avez plus d'argent sur le compte en euros, ben ça va taper dans vos Bitcoins, ça va le changer instantanément en vous prenant une petite commission et vous permettre de payer. Et vous avez donc une carte bleue Visa, donc ça fonctionne comme n'importe quelle carte bleue Visa, sauf que vous n'avez pas d'argent à l'intérieur, vous n'avez que de la crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie a un cours en temps réel, et donc par définition, oui. D'ailleurs, ça va faire un bon moment que j'ai arrêté d'utiliser l'euro. Ouais. Je l'utilise, mais indirectement. Et la première, c'était ? C'était, est-ce qu'on va pouvoir continuer de sauvegarder l'historique de toutes les transactions de la Terre entière comme Alors, ça, les 10 premières années du Bitcoin, 150 gigas. Ok, c'est gros, hein. Ça fait 10 ou 15 bons gros films en Full HD de 2 heures, quoi, on est d'accord. Mais en attendant, 10 ans de transactions de l'humanité, 150 gigas, franchement, c'est raisonnable, quoi. Après, il y a déjà des gens qui ont fait un truc, oui, mais un jour, ça ira plus. Et ils ont raison, tout comme l'électricité, ça ne consomme pas trop aujourd'hui, mais c'est maintenant qu'il faut y penser. Je suis d'accord. Il y a déjà des gens qui font en sorte que, dès que la transaction a été faite depuis plus d'1 an et qu'elle est nécessaire que pour la lecture, c'est-à-dire en gros uniquement si j'ai envie de tout retracer, sinon, je n'ai pas besoin, je regarde les 3 dernières pages, je sais où est l'argent, je n'ai pas besoin de tout remonter. Je le fais uniquement si j'ai quelque chose à prouver ou si je veux vérifier quelque chose. Et bien alors, à partir de 6 mois, les transactions commencent à se compresser et vont prendre 5 fois moins de place. Ce qui veut dire que si vous voulez les lire, vous allez devoir les décompresser, ça va vous prendre du temps, mais c'est ce qui fait que la blockchain Bitcoin, on pourrait la faire tenir dans une clé USB aujourd'hui. C'est vrai que ça prendra de l'espace, mais disons que l'humanité avance plus vite sur sa capacité de stockage que le Bitcoin n'avance sur sa capacité à grossir. Merci. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir. Merci.